Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire des Vikings. Alors installez-vous confortablement, sortez vos écouteurs et pour illustrer mon histoire, je vais vous montrer quelques cartes, mais vous pouvez fermer les yeux et juste suivre le son de ma voix. Comme tous les peuples anciens, le viking aujourd'hui a ses stéréotypes, c'est-à-dire qu'on imagine une sorte de pirate avec son casque à cornes qui navigue sur son drakkar et qui débarque pour piller, et également une image d'explorateur et d'excellents marins, avec un côté plutôt sympathique, celui du guerrier qui n'a peur de rien, qui est libre, et puis un côté plus négatif, qui est celui du pillard, un peu de la brute. Alors comme tous les stéréotypes, ils ne sont jamais totalement faux. Il y a des aspects qui ont été inspirés par des choses réelles, mais bien sûr, il y a beaucoup plus derrière le peuple viking, et c'est ce que je vous propose de découvrir avec moi. Déjà, qui sont les Vikings? Pour les autres Européens, dans le nord de l'Europe notamment, ils font leur apparition à la fin du 8e siècle, en commençant à lancer des raids, des pillages contre des monastères notamment. La première attaque de Vikings recensée l'a été à la fin du 8e siècle, en 793, contre un monastère sur la côte anglaise. Mais évidemment, les Vikings existaient bien avant. C'est un peuple d'origine germanique qui a colonisé la Scandinavie, ce qui est aujourd'hui le Danemark, la Suède, la Norvège, qui partageaient une culture commune et une langue commune, une langue qu'on appelle le norrois, qui a disparu aujourd'hui. Et ces Vikings avaient créé une culture qui leur était propre dans cette région, avec leurs dieux, avec un ensemble de valeurs et de coutumes sur lesquelles je reviendrai. Et ils avaient également développé un grand savoir-faire en construction navale, parce que la région, avec ses côtes très découpées, ses îles nombreuses et des conditions climatiques difficiles qui faisaient que l'agriculture n'était pas aussi productive que dans d'autres régions. Tout ça les a amenés naturellement à se tourner vers la mer, et d'ailleurs, avant de commencer leurs attaques à la fin du 8e siècle et au 9e siècle, ils n'étaient pas inconnus des autres populations européennes. Ils étaient connus comme des marchands qui, grâce à leur talent de navigateur et à leur esprit assez aventureux, régnaient sur le commerce dans la mer Baltique et en mer du Nord. Mais alors, pourquoi, brutalement, se sont-ils transformés, au moins une partie d'entre eux,
conquérants et en pillards à la fin du 8e siècle et au 9e siècle. Il y a plusieurs raisons qui sont invoquées ou plusieurs théories. Une première serait que il y avait des guerres intestines en Scandinavie parce que les Vikings étaient très décentralisés. Ça n'a jamais été un royaume unifié. Il y avait une multitude de clans avec des chefs et peut-être que cette expansion a été stimulée par la rivalité entre eux et la nécessité pour certains de s'étendre en dehors de leur région d'origine. Une deuxième hypothèse, c'est une piste de type commercial. Jusqu'à la chute de l'Empire romain, le grand centre du commerce européen, c'était la Méditerranée. Mais avec la chute de l'Empire romain et ensuite au 7e siècle, l'arrivée de l'islam et des Arabes qui deviennent la puissance principale dans la Méditerranée, le commerce européen s'est déplacé vers le nord, vers justement la mer du Nord et la Baltique, ce qui aurait permis aux Vikings d'étendre leur commerce et de préparer le terrain pour les futurs raids qu'ils lanceraient. Mais surtout, une raison qui apparaît plus importante que les autres, c'est la christianisation de l'Europe. Vous savez qu'après la chute de l'Empire romain d'Occident, au 5e siècle, l'Europe s'est éparpillée en royaumes barbares et au 8e, 9e siècle se sont reconstitués des royaumes plus grands, notamment le royaume de Charlemagne qui couvrait la France, la Belgique, les Pays-Bas, une grande partie de l'Allemagne, le nord de l'Italie. Et le christianisme s'est répandu par des conversions, mais aussi par la force des armes, et notamment Charlemagne s'emploie à convertir de force les populations encore païennes, en particulier en Allemagne. Et il y a à cette époque des massacres, des décapitations en grande quantité de païens qui refusent de se convertir. Par exemple, en 782, c'est-à-dire peu avant le premier raid viking, il y a à Verdun, en Allemagne, une décapitation massive de 4500 personnes et également des milliers de femmes et d'enfants qui sont déportés parce qu'ils refusaient d'être baptisés. Et cette christianisation forcée va provoquer une sorte de choc pour les Vikings qui réalisent la menace que représente pour eux l'expansion du christianisme, pour leur religion, pour leur culture, et ça aurait pu les décider à prendre les armes pour prendre l'initiative avant de se faire convertir de force. Toujours est-il qu'à partir du 9e siècle, les Vikings prennent les armes, passent à l'attaque et vont devenir, pendant les 2 siècles suivants, une véritable terreur dans certaines régions
de l'Europe. Traditionnellement, on distingue plusieurs peuples vikings en fonction des directions que a prises leur expansion. On distingue les vikings suédois, les danois et les norvégiens, même si bien sûr ce sont des distinctions qui ne reflètent pas une identité nationale de ces différents groupes, mais juste la direction qu'a prise leur expansion militaire et coloniale. Les Vikings, dont l'épopée sera peut-être la plus spectaculaire, mais qui sont moins connus en France par exemple, sont les Vikings suédois qui vont eux s'intéresser à l'Orient, à l'est de la Baltique, et qui vont donc aller vers les pays baltes, vers la Russie, et qui vont remonter les fleuves de Russie jusqu'à mener des raids et installer leur commerce en Ukraine, puis dans la mer Noire, et même jusqu'à Byzance, où l'empereur byzantin aura une garde composée de vikings qu'on appelle les Varegs. C'est le nom traditionnellement donné aux vikings suédois, et certains d'entre eux même iront jusqu'à atteindre Bagdad et le monde musulman. On a retrouvé dans une tombe de vikings en Suède une statue bouddhique qui venait donc d'Inde ou d'Asie centrale et qui avait été ramenée par ces guerriers. Ce qu'ils ont fait en Russie est particulièrement important et souvent oublié. Les Varegs, donc ces vikings suédois, étaient surnommés les Rousses ou Russes, R-U-S, par les populations slaves qui peuplaient l'extrême est de l'Europe, et c'est eux qui vont fonder les premiers États russes. Le terme Russie vient du nom qui était donné à ces vikings suédois, et en particulier ils vont fonder la ville de Novgorod, qui sera très importante comme ville commerciale jusqu'à ce qu'elle soit abattue plusieurs siècles après par la montée en puissance de la Moscovie, un autre État russe. Et ils vont également fonder le premier État d'Ukraine avec Kiev comme capitale. Et c'est pour cette raison historique que l'Ukraine, du moins ce qu'on appelait la Russie kievaine, c'est-à-dire cet État fondé par les Russes, les Vikings, est considéré par les Russes actuels comme le berceau de leur pays. Les Vikings, par contre, qui vont être connus en Europe de l'Ouest, en Angleterre ou en France, ce sont des Danois et des Norvégiens. Les Vikings qui peuplaient la Norvège actuelle, eux, vont plutôt partir dans l'Atlantique vers l'ouest. Ils colonisent l'Islande, où va s'installer une société viking pure, sans influence extérieure. Elle sera christianisée tardivement. Ils vont atteindre le Groenland et également vont découvrir l'Amérique. On a retrouvé à Terre-Neuve, qui fait partie
reste d'une installation viking qui date du Xe siècle, c'est-à-dire plusieurs siècles avant que Christophe Colomb n'arrive en Amérique. Mais ils n'iront pas très loin en Amérique et le peuplement de cette région restera très limité. Ils vont aussi s'intéresser à l'Écosse, les îles Féroé, les Orcades, et vont également fonder des colonies et piller dans cette région. Il est intéressant de s'arrêter une seconde sur l'influence des Vikings sur l'histoire anglaise, parce que les Vikings vont faire partie de ces différents peuples qui vont se fondre pour donner naissance aux Anglais. Historiquement, du moins avant que n'arrive l'Empire romain, les populations qui vivaient en Grande-Bretagne et en Irlande étaient des Celtes, comme les Gaulois d'ailleurs. Les Celtes britanniques étaient ou sont appelés les Britons. Les Celtes français sont les Gaulois. Et quand l'Empire romain a conquis la Gaule puis l'Angleterre, il s'est installé et en partie mélangé avec ces populations celtes qui ont été repoussées vers le nord, vers l'Écosse et vers l'Irlande. Quelques siècles plus tard, après la chute de l'Empire romain, la Grande-Bretagne est à nouveau colonisée par les anglo-saxons. Les Angles et les Saxons, ce sont des peuples d'origine germanique qui traversent la mer du Nord et qui s'installent dans le sud et dans l'est de l'Angleterre, repoussant à nouveau les Celtes vers le Pays de Galles et vers le nord. Et à partir du 9e, 10e siècle, s'ajoute à ça une vague d'invasions vikings, venus eux un peu de Norvège, mais surtout du Danemark. Et enfin, dernière vague importante, plusieurs décennies plus tard, au XIe siècle, l'Angleterre sera à nouveau envahie par les Normands. Mais les Normands, ce sont des descendants de Vikings, on va le voir en parlant de la France dans un instant. Et c'est ce mélange de différentes vagues, l'occupation par les Celtes, le passage de l'Empire romain, les Angles et les Saxons et d'autres peuples germaniques comme les Frisons par exemple, les Vikings, à travers également les Normands, tout ça donnant naissance au peuple anglais moderne en maintenant une différence culturelle et autrefois ethnique avec les populations du Pays de Galles et les populations de l'Écosse et de l'Irlande. En France, par contre, l'influence des Vikings va être plus limitée. Là aussi, ils lancent des raids. Les Vikings qui attaquent la côte des Pays-Bas, de la Belgique et de la France venaient essentiellement du Danemark. Et ils vont être une menace terrible pour les populations de la côte atlantique de la France. Ils vont même remonter la Seine et s'attaquer à Paris jusqu'à ce que le roi de France leur concède une région qui prend donc le nom de Normandie, puisque à l'époque
siècles après, et en français encore plus tard, au XIXe siècle. Et on leur concède donc cette région qui s'appelle Normandie, puisqu'on les appelait les Normands, les hommes du Nord, et à partir de ce duché de Normandie, il y aura toute une histoire également glorieuse des descendants de ces vikings danois, qui se sont là aussi fondus dans la population française, dont ils sont l'un des ingrédients. Ils se sont essentiellement attaqués en Europe de l'Ouest à des pays christianisés et sont allés bien sûr lancer leur pillage là où il y avait des richesses à prendre, et en particulier c'était dans les monastères. Donc les chroniques de l'époque étaient extrêmement hostiles aux Vikings. Ils représentaient quasiment le mal pour les populations chrétiennes, puisqu'ils apportaient la mort, la destruction, et étaient des païens, si bien que leur image, pendant tout le reste du Moyen-Âge et même au-delà, est restée très négative. C'est seulement de façon très postérieure, au XIXe siècle, à l'époque du mouvement romantique, et quand différents pays étaient en train de se construire une sorte de légende nationale pour renforcer la nation, en Scandinavie, en Angleterre et même en France, que l'image des Vikings a commencé à prendre une tournure beaucoup plus ambivalente, avec une facette positive, et la formation de ces stéréotypes qu'on connaît aujourd'hui et qui donnent aux Vikings une image plutôt sympathique. Alors pourquoi le phénomène viking s'arrête? Il s'arrête au milieu du XIe siècle dans l'essentiel de l'Europe. La raison principale, c'est probablement la conversion progressive au christianisme qui a fini par l'emporter, et qui d'une part installe une église qui s'oppose aux raids et aux attaques sur d'autres chrétiens, et également met fin au commerce des esclaves qui étaient condamnés par l'Église catholique. C'est aussi, entre autres, grâce au catholicisme que les peuples scandinaves vont être progressivement au XIe siècle et par la suite unifiés dans des royaumes beaucoup plus grands et non plus dispersés en de multiples clans ou tribus. Et donc apparaissent les noyaux du Danemark, de la Suède, de la Norvège, et les souverains qui prennent la direction de ces royaumes n'ont plus du tout le même intérêt à lancer des expéditions de pillage à l'étranger. Et enfin, les raids des Vikings ont aussi entraîné une réaction de leurs victimes. On voit à cette époque, au milieu du Moyen-Âge, Xe, XIe, XIIe siècle, se multiplier les fortifications. C'est le début de l'âge d'or des châteaux forts. On voit aussi les États médiévaux qui se renforcent, donc qui sont plus à même de repousser les Vikings. Et enfin, dans des cas comme
celui de la Normandie, on les a aussi calmés en leur accordant des territoires. Et c'est l'ensemble de ces facteurs qui conduisent à l'arrêt du phénomène viking et à leur normalisation. Ils deviennent des chrétiens et ils le resteront par la suite. Des États émergent en Scandinavie et la culture historique des Vikings va progressivement s'estomper et disparaître. Cette culture, elle était très riche. Elle nous parvient encore à travers le panthéon des Vikings qui était foisonnant avec des divinités qui sont généralement connues. Il y avait Odin, le roi des dieux, il y avait Thor, son fils, et puis une multitude de divinités, de déesses, comme Freya par exemple, Loki, mais véritablement un foisonnement de croyances. Et ce qui est intéressant, c'est que par comparaison avec d'autres panthéons comme celui des Égyptiens, des Grecs, des Romains, on a tendance à imaginer quelque chose d'assez comparable, un même type de rapport avec les dieux chez les Vikings, alors qu'en fait, il semble que leur religiosité était beaucoup plus proche des divinités qu'ils considéraient quasiment comme faisant partie de leur clan ou de leur famille. Certains chefs vikings se réclamaient de la descendance des dieux, et c'étaient des figures qu'on traitait avec respect, mais pas qu'on adorait au sens où pouvaient l'entendre d'autres civilisations ou au sens chrétien du terme. La culture viking, c'était aussi de très bons marins et une connaissance de la construction navale remarquable, puisque leurs dracars et les bateaux vikings de diverses tailles pouvaient affronter à la fois l'océan et remonter des fleuves dans des eaux beaucoup plus calmes et plus basses pour lancer des raids grâce à des astuces de construction navale qui, par exemple, rendaient les coques des dracars flexibles. Les différentes lattes de bois qui composent un dracar n'étaient pas accrochées à la quille du navire, comme dans la construction navale traditionnelle, mais étaient accrochées aux rambardes du navire, si bien que la coque pouvait se déformer et ne se brisait pas, même en cas de vent violent. C'était enfin aussi un artisanat assez impressionnant par sa qualité. C'était des cultes funéraires avec des tumulus et des tombes où les vikings étaient enterrés avec des trésors, du moins les plus riches, et une société patriarcale au sens où les hommes étaient généralement beaucoup plus libres et dotés de plus de prérogatives que les femmes, mais qui tout de même laissaient aux femmes un statut et une liberté que d'autres sociétés de la même époque n'avaient pas, et qui ont ensuite plutôt été perdues jusqu'à l'époque moderne. Et enfin, les Vikings étaient des conteurs
c'est des sagas qui font encore partie aujourd'hui de l'héritage culturel des pays scandinaves et qui ont été d'ailleurs reprises par la suite, par exemple au XIXe siècle dans les opéras de Wagner et même de façon un peu plus triviale dans les bandes dessinées, dans des contes qui nous sont connus aujourd'hui. Le personnage de Thor, le super-héros, c'est une de ces traces culturelles laissées par les Vikings. Voilà, comme toujours, j'espère que cet éclairage qui, comme d'habitude, est très loin d'être complet ou exhaustif, vous a tout de même intéressé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.